Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de Connexio, du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue au Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme .NET. Mon nom est Mario Cardinal. On est jeudi, le 6 juillet. Avec moi, Éric Côté et Guy Barrette. Bonjour Mario! Bonjour Mario. Ça va bien? Ça va excessivement bien. Il fait super beau à l'extérieur. Oui, hein? En tout cas, le mois de juin, faut le dire, n'a pas été un très beau mois. Il y a plu beaucoup. Mais là, je pense que le soleil va être avec nous pour les prochaines semaines, on va l'espérer. En fait, il pleut quasiment 3 fois par jour, mais bon, quand il pleut pas, au moins, il fait beau. Mais de toute façon, pour nous cet été, on est hyper occupés, donc c'est peut-être une bonne chose qu'il fasse pas si beau que ça, parce que chez Guy, t'es sur 2 projets cet été. Ouais, 2 projets, puis c'est pas mal le fun parce que sur un des projets, j'utilise Scrum, un processus agile au niveau de gestion de projet. Donc, on utilise Scrum, puis aussi, je suis en plein par-dessus la tête dans le Workflow, Windows Workflow Foundation. Donc, on utilise aussi ça, puis aussi du Ajax. Donc, plein de nouvelles technologies là qui sont le fun à utiliser. Puis tu travailles aussi sur un autre contrat que tu fais avec moi, là, un contrat qu'on fait pour une compagnie américaine, qui est aussi lié avec Ajax et tout. Puis c'est tellement le fun à débugger du JavaScript. Puis c'est une petite équipe, donc on peut dire qu'on est agile, mais vraiment pas dans un format avec une grosse équipe, mais on s'assure de rester très agile. Ouais. Éric, toi, on en parlait, ton été aussi est fort chargé parce que la formation, absolument, il y a un creux en été, mais c'est pas ton cas. En fait, peut-être que ça va être mon cas au mois d'août, mais en tout cas, pour l'instant, mon mois de juillet est relativement occupé. C'est mon mois de juillet le plus occupé que j'ai jamais eu à vie, alors j'ai bougé beaucoup. On va être à surveiller. Écoutez, on est chez toi, Guy, pour enregistrer Segment. cette coquille-là, parce que c'est pas une émission à proprement parler qu'on est en train d'enregistrer, c'est le début et la fin, parce qu'on a déjà fait l'enregistrement avec notre invité pendant le TechEd. Oui, le TechEd qui avait lieu au mois de juin. Tout à fait. Donc, on a eu la chance pendant TechEd de rencontrer Nicolas Landry. Puis on a fait une émission avec lui sur tout ce qui touche la mobilité. Puis, aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est cette entrevue-là qu'on a fait. Donc, sans plus tarder, écoutons l'entrevue. Et on vous revient à la fin avec la chronique Tout le monde en blog de Éric et les actualités. C'est un enregistrement spécial. On est à TechEd 2006, le samedi soir, le 10 juin. Puis, avec nous, il y a Nick Landry, qui a accepté de faire une émission sur la mobilité, qui est son domaine d'expertise. Forcément, j'ai Guy et Éric qui sont là. Ça fait drôle de venir à Boston pour rencontrer un gars de Montréal, mais qui est maintenant à New York. Ouais, à New York, en fait. Moi, ce que j'aime dire, c'est que je suis à Manhattan maintenant. Tu veux différencier pour pas dire que t'es à New Jersey ou... Ouais, exactement. Ou Staten Island, ou Brooklyn, ou Queens. Quoi qu'il y a rien de mal avec ça, mais disons que ma vie était entièrement maintenant à Manhattan. C'est là que je travaille, c'est là que je vis, puis je quitte essentiellement Manhattan seulement pour aller prendre un avion. Nick, Guy, Éric, moi, on te connaît bien parce que t'as vécu plusieurs années à Montréal. On a même eu à l'occasion de faire des logiciels ensemble quasiment dans une autre vie. Ça remonte à plusieurs ça fait un bon années. bout de temps. Puis ça fait au-dessus de presque 1 an et demi, là, depuis le début du Visual Studio Talk Show, qu'on se parle, il faudrait bien que tu viennes faire un Visual Studio Talk Show, ça marche jamais. Finalement, à TechEd, on réussit à se céduler, donc on est bien content. Ce que je disais, c'est qu'on va parler de mobilité, puis surtout ce qui est les nouveautés. La formule de l'émission, c'est on commence toujours par faire un peu la biographie de notre invité, question de présenter qui tu es. Nous, on te connaît, mais c'est pas tout le monde qui... Ouais, je suis sûr que tout le monde ceux qui me connaissaient m'ont probablement tout oublié à Montréal maintenant, là, donc pour corriger Guy, c'est pas Nick Landry, mais c'est comme ça que maintenant tout le monde m'appelle, mais c'est Nicolas Landry. Faut dire que tu parles anglais presque sans accent, donc pour les Montréalais, c'est sans accent. Pour les Américains, disons qu'ils savent tous que j'en ai un, puis je suis juste pas capable de m'en débarrasser, mais ils me disent tous que c'est une bonne chose, donc j'ai pas vraiment besoin de m'en... Je pense que ça fait partie de ton charme, surtout auprès de la gente féminine. Hein? Ouais, exactement.
Ton surnom dans la communauté, entre des gens qui font des présentations, ton surnom c'est Active Nick. Active Nick, ouais. On va laisser nos auditeurs imaginer ce que ça veut dire, pourquoi l'active. J'ai dit genre féminine, en tout cas ça peut donner. Il y a une portion de ça que tes auditeurs arriveront jamais à comprendre. Ben c'est un nom en tant que tel qui a commencé il y a presque 10 ans de ça quand je travaillais pour une compagnie qui s'appelait MEI Consulting, qui a fusionné, qui est devenu Xenon MEI. Après ça, ça a été acheté par Québectel, puis ça a été acheté par TELUS. Fait qu'aujourd'hui, cette compagnie-là est rendue dans TELUS. J'ai travaillé là 3 ans, et c'est là que j'ai commencé à faire des conférences pour la première fois. Et je donnais des présentations à ce moment-là. C'était un séminaire privé sur le développement Internet et Intranet. Ça, c'était fin 96. Et on parle de Interdev, là, ouais. Ouais, c'était Visual Interdev ASP1. Avec dans l'ère justement ActiveX. Fait que ça c'était ActiveX, je parlais de Active Desktop, Active Server Pages, Active Controls. Puis c'était Active ci, Active ça partout. Fait que c'est pour ça que mes collègues ont commencé à m'appeler Monsieur ActiveX. Puis quand ils m'ont vu en action, tu sais, à donner mes présentations. Oh, je pensais que c'était en action, mettons dans un bar, non. à aller parler à des filles. Ouais, il y a ça aussi, là, mais disons que j'ai un style de présentation qui a été décrit comme étant très engagé, très dynamique. Donc t'as pas été long que Monsieur ActiveX est devenu Active Nick. Puis la réputation internationale en tant que telle du nom est venue du fait que, ben, comme tout le monde, je pense, savent tous que Guy est le Regional Director pour Microsoft à Montréal. J'ai été le premier, dans le fond, Regional Director dans les à années Montréal. 95, 96. 97 à 99. OK. 97 à 99. Et lors de mon tout premier sommet à San Diego avec les autres Regional Directors, 3 semaines après ma nomination, tout le monde se présentait dans une table ronde. Puis tout le monde mettait un petit commentaire de plus. Puis moi, ben, j'ai simplement dit « Hi, my name is Nick Landry, also known as Active Nick, by the folks back home. » Puis tout le monde, ils ont adoré le nom. Fait que du jour au lendemain, le nom Active Nick a eu une réputation internationale. Ça a resté accroché. Même aujourd'hui, le nom de domaine, c'est toi qui l'as. ActiveNick.net, ouais. Parce que comme je suis en développement .NET, naturellement, dans les technologies .NET, donc c'est mon domaine, ActiveNick.net. Et ça, pour l'instant, ça pointe à mon blog. Nicolas, tu travailles pour Infusion Dev? Infusion Development. Infusion Development, c'est une compagnie, une firme de consultants. Le bureau chef est à New York. On a aussi un bureau à Toronto. Et c'est une compagnie qui, je dirais, malgré le fait que c'est principalement une compagnie américaine, on a un plus gros bureau à Toronto, puis à peu près au moins 80% des employés sont tous canadiens. Donc c'est l'invasion des Canadiens qui viennent montrer aux Américains comment faire du logiciel. Exactement. Donc on a une grosse force quand même qui travaille à Toronto. On a une bonne gang aussi, à peu près peut-être pas loin de 35-40 employés à New York. Mais quoi que la majorité des employés de New York, c'est tous des Canadiens. J'étais le premier Canadien-Français par contre à travailler dans la compagnie. On a un autre maintenant. Mais j'ai dans le fond déménagé à New York, à Manhattan, en juillet 2004. Et c'est là que je travaille depuis maintenant. Et à Infusion, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on spécialise en développement d'applications logicielles, l'application software autour de .NET. Nos industries spécialisées, c'est la grande entreprise. Donc en financial services, services financiers, donc toutes les banques à New York, naturellement, il y en a une tonne sur Wall Street. Et aussi en gouvernement. Donc, gouvernement municipaux et aussi État. Aujourd'hui, on fait une émission sur tout ce qui est le développement pour les devices mobiles. Je vais prendre ce terme-là, mais devices, en tout cas, les appareils mobiles, exactement. Les appareils mobiles. Mais ça serait mal te connaître que de confiner juste au monde mobile. T'es aussi un architecte. Oui, tu fais beaucoup de mentoring. Donc, tant qu'ouvre large, ça fait plusieurs années que t'es dans l'industrie aussi. Ben, c'est ça. J'ai plusieurs chapeaux. Dans le fond, depuis à peu près depuis mes jours justement chez MEI, c'est là que j'ai commencé mon vrai travail en tant qu'architecte. J'avais fait un peu de dabbling quand on travaillait ensemble chez Symbiosis, mais toi, dans le fond avec Mario là, quand j'étais ensemble, parce que vous me voyez pas faire des gesticules ici dans la chambre. Bon, on a déjà développé du logiciel ensemble. Écoute, en VB4, ça remonte à il y a longtemps. Ouais, VB4 avec la version bêta et tout là. Tout C++ à travers Only Automation, puis Remote Automation, puis tout ça. Mais c'est là que j'ai découvert l'architecture justement, que comment qu'une application c'est pas juste du client-serveur. Donc ça a été pas mal intéressant. Puis effectivement, un de mes chapeaux que je porte le plus souvent, c'est en tant qu'architecte pour les applications d'entreprise. Et effectivement, à Montréal, j'ai travaillé
dans une petite firme, un start-up qui s'appelait Dotblocks, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais c'est là que j'ai découvert le monde de la mobilité. On était spécialisé en solutions mobiles avec Microsoft.NET. C'est dans les années 2002-2003, donc tu peux imaginer comment que le marché est encore assez pas mal dry, comme on dit. Le Compact Framework venait de sortir. En fait, en 2003, c'est là qu'il est sorti. Fait que j'étais dans les bêtas, naturellement. Je travaillais déjà avec les équipes de Microsoft à ce moment-là pour me familiariser avec. Et donc c'est là que j'ai eu la piqûre en tant que telle. Je cherche mes mots maintenant. De la piqûre avec le Compact Framework, avec la mobilité. Et quand j'ai joint Infusion Development, ben c'est là que j'ai dit j'aimerais ça partir un groupe en mobilité dans la compagnie parce que il y avait déjà eu quelques projets qui s'étaient faits mais c'était pas vraiment une spécialité. Donc aujourd'hui, un des chapeaux que je porte chez Infusion Development, naturellement je fais aussi du mentoring, de l'architecture, du training, je fais de la rédaction technique, je bâtis des cours aussi pour Microsoft via Infusion. C'est ça, tous les cours, entre autres, que Microsoft développe pour que tu touches la mobilité, c'est souvent toi qui te retrouves à faire à travers... Oui, ben en fait, c'est que pour l'instant, le seul cours officiel qu'il y a sur la mobilité dans le Microsoft Official Curriculum, le MOOC, comme on dit, il date de plusieurs années parce que c'était la Compact Framework version 1. J'ai entendu parler qu'il y a une version 2 qui s'en vient, mais en attendant, il y a un autre programme qui s'appelle le Microsoft Readiness Training Program. Et c'est un programme qui permet le développement de cours plus rapidement pour les amener sur le marché, pour les rendre disponibles aux partenaires puis au field office. Puis il y a 3 cours qui sont déjà disponibles là-dessus et j'ai écrit les 3 cours en tant que tel pour Microsoft là-dessus sur le Compact Framework 2.0 et sur Windows Mobile 5 et sur le développement de ce qu'on appelle les Line of Business Applications. Nicolas, tu es un MVP, puis un MVP veut dire pas juste expertise, mais implication dans la communauté. T'es ici à TechEd, tu fais t'es conférencier. Oui, je suis ça. Je vais être pas mal une semaine occupé ici parce que, comme j'ai dit, ça fait 10 ans que je fais des conférences. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu mon titre de MVP, mon award en tant que tel, en tant que MVP. Je suis MVP sur le .NET Compact Framework, qui est la version mobile du .NET Framework que vos auditeurs connaissent très bien. Et ils ont renommé récemment parce que le Compact Framework c'était trop limité parce que ça incluait pas les autres technologies mobiles autour de Windows comme Mobile. Le tablet PC. Puis le développement. Quoique le tablet PC c'est un autre animal. Un autre paire de manches, un autre animal. Et ce qui nous appelle maintenant c'est des Device Application Development MVP ou DAD. On est maintenant des DAD MVPs. Fait que ça veut dire essentiellement qu'on était sur le Compact Framework. On a à peu près une trentaine dans le monde. On en a 2 justement chez Infusion. Moi et un de mes collègues, Alex Yaknin. Et 2 sur 5. On a aussi 5 MVP en tout. Il y en a un d'ailleurs que tu connais bien, Bill Baldasti, qui est un Solutions Architect MVP. On a une équipe MapPoint aussi chez Infusion. On fait des projets avec le Location Intelligence. On fait du support pour Microsoft sur MapPoint, du développement d'applications avec le MapPoint Web Service. On fait même du hosting pour Microsoft aussi. Donc on a toute une équipe MapPoint. Et dans cette équipe-là, on a 2 des 5 MVPs dans le monde sur MapPoint. Donc Nicolas, en tout cas pour nos éditeurs, ceux qui ne connaissent pas, tu connais ce dont tu parles, puis aujourd'hui, ce qu'on veut discuter avec toi, c'est justement comment faire des applications pour les appareils mobiles. Donc, on va faire la pause et en revenant, on en discute en profondeur. Quand on s'est rencontrés tout à l'heure, Nicolas, tu nous as posé la question, tu as dit, ouais, ok, on va parler de mobilité, mais c'est quoi le profil de l'auditeur cible? Puis je dis, garde, on va partir en présumant que notre auditeur a jamais fait de développement mobile. Il y a certains de nos auditeurs qui forcément l'ont fait, puis plus tard dans l'émission, on va les rattraper, mais pour quelqu'un qui n'aurait jamais fait de développement mobile, qu'est-ce qui est important qu'ils comprennent à la base? OK, c'est une grosse question. Premièrement, il y a plusieurs notions de mobilité. La notion de mobilité, je pense qu'il est la plus importante pour vos auditeurs, c'est le fait que la mobilité, moi ce qu'on parle, c'est enterprise mobility, la mobilité pour l'entreprise, pour le monde des affaires. Parce que la mobilité, ça peut être aussi pour le monde industriel, ça peut être pour bien d'autres secteurs. Nous, en tant que tel, ce qu'on focus en tant que tel, c'est le côté entreprise, donc bâtir des applications d'entreprise. La première chose que je veux que le monde comprenne, c'est que la mobilité, c'est pas juste une application qui va rouler sur un Pocket PC ou sur un smartphone. C'est ni plus ni moins que de dire qu'on a une application d'entreprise avec une architecture comme tout le monde les connaît aujourd'hui, qui est dans 3 tiers ou multi-tiers, SOA. Puis c'est de dire qu'on va souvent avoir un client Smart Client, on va avoir des clients web là-dedans.
la mobilité, c'est juste une notion de rajouter des clients additionnels. Donc, une couche client additionnelle. Cette couche client-là, au lieu de rouler sur un ordinateur standard, elle va rouler sur un Pocket PC ou un appareil quelconque. Téléphone, par exemple. Un smartphone, c'est ça. Donc, on peut dire d'un point de vue architecture qu'il y a comme deux grandes facettes. C'est sûr que l'appareil n'est pas un PC. Donc, quand on développe, entre autres, on pourra pas rouler notre application localement sur notre PC parce que c'est pas supposé être le host. Ben, encore là, il y a beaucoup de choses que tu peux faire là-dessus aujourd'hui. L'appareil est un PC. Ça, c'est la première chose que je fais. La majorité du temps, les gens regardent un Pocket PC, ils pensent juste que c'est un jouet, ils pensent que c'est juste un bidule pour du email, que ça n'a pas de puissance, que c'est un agenda électronique dans le fond qui roule Windows, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un PC. Si tu regardes les spécifications des Pocket PC qu'on retrouve aujourd'hui, comme ceux que j'ai sur ma ceinture par exemple, tu vas retrouver un CPU compatible Intel. Ben c'est sûr, c'est une architecture différente par contre, le ARM, et ça va rouler à peu près de 300 à 600 MHz. Tu vas avoir de 32 à 64 MB de RAM. Avec les cartes flash que tu peux avoir aujourd'hui, tu vas avoir du storage n'importe où de 1 à 4 gigs, à peu près de storage, d'entreposage. Après ça, tu vas avoir, t'as un écran 65 000 couleurs, LCD. T'as pas de souris, mais t'as un stylus, dans le fond un stylus pour pouvoir pointer sur l'écran. En bout de ligne, je sais pas si ça te sonne une cloche, mais les spécifications que je viens de te nommer là, ça ressemble pas mal à l'appareil sur lequel je développais des applications en 97-98. Sauf que le modèle de programmation est tellement différent. Je veux dire, t'arrives là et les applications sont pas de la même façon. Le disque et la mémoire sont pas du tout gérés de la même façon. C'est un excellent point. C'est vrai que le modèle de programmation de base peut être le même. Je pense que c'est la première bonne nouvelle pour votre audience. C'est que si vous êtes déjà des développeurs .NET, vous avez le modèle de programmation pour développer des applications mobiles. Ce qu'il faut développer, par contre, c'est un état d'esprit en tant que tel, un mindset, comme on dit, là, au niveau de la mobilité. À comprendre, premièrement, que contrairement aux applications d'entreprise normales, plutôt que de travailler souvent peut-être 70% du temps sur le web puis 30% du temps en smart client, sur la mobilité, ça va être l'inverse. 90-95% du temps, tu vas être en smart client, puis peut-être 5% du temps, tu vas être en application web. La principale raison, c'est parce que pour une application web, tu as besoin de connectivité. L'appareil mobile est par définition déconnecté. Le seul moyen qui peut être connecté, c'est par sans fil, par wireless. Et comme on le sait, si vous avez des problèmes avec votre téléphone cellulaire qui connecte pas bien ou qui drop qui tombe qui perd la connexion ou quoi que ce soit, dis-toi qu'avec une connexion GPRS ou 1X ou bien eVideo ou quoi que ce soit, ça va ton Wi-Fi aussi dans le fond, tu vas perdre ta connexion de temps en temps. Donc tu peux pas aller sur un modèle qui va te demander une connexion constante. C'est pour ça que la notion de smart client fait beaucoup, beaucoup plus de sens dans le monde de la mobilité. Parce que dans le monde desktop, dans le fond, des ordinateurs de bureau, de table, on appelle un smart client, dans le fond, ce qui est juste un rich client, un appareil, dans le fond, qui est juste exécutable local avec des DLL. Tandis que sur un appareil mobile, tu as la vraie notion d'un smart client. Donc, un smart client qui doit gérer ses mises à jour. Un smart client qui doit s'assurer de détecter s'il est connecté ou s'il est déconnecté, puis de où il va connecter dans le fond son information. Va-t-il être dans un database local? Ça va être un database qui est à distance, comme un SQL Server par exemple. Puis après ça, la notion de synchronisation entre les deux, le déploiement, la gestion, tout ça. Donc là, tu as vraiment un vrai smart client. Puis là aussi, il faut que tu deviennes conscient que tu as une batterie à gérer. Plus tu roules ton CPU, plus tu utilises le réseau, plus que la batterie va chuter. Donc, c'est quand la dernière fois que vous avez écrit une ligne de code, ou est-ce que vous avez vérifié si le réseau était présent, ou si vous avez vérifié s'il y avait assez de jus, dans la batterie pour pouvoir faire de quoi. C'est une réalité du développeur mobile. C'est pour ça que ce que tu as dit, Rex, c'est vrai que c'est pas exactement le modèle de programmation, c'est plus l'approche en tant que tel. Mais le point principal en mobilité, la première erreur que je vois tout le temps, puis que je pense le premier élément de sagesse, je pense que je peux donner à votre audience, c'est ne pas essayer de prendre une application de bureau et de simplement la porter à un appareil mobile. Les enjeux sont pas les mêmes. Non, c'est ça. C'est que la notion de portée, la notion de migration n'existe pas. Ce que vous allez faire, c'est recréer un nouveau client qui va être adapté en fonction de l'expérience de l'usager mobile, pas en fonction de l'expérience de l'usager de bureau.
Il n'y a pas juste le form factor. Tu mentionnais là, la connectivité Oui. qui est de l'élément premier là au niveau qu'on doit regarder au niveau de problématiques peut-être. Mais oui. le form factor est important aussi. Le form factor est très important. Puis c'est pour ça aussi que quand les gens justement regardent ces appareils-là puis qu'ils pensent pas justement que c'est un ordinateur, c'est à cause du form factor. C'est le fait que l'écran est très limité. Donc, tu peux pas mettre beaucoup d'informations à l'écran. Les résolutions sur Windows Mobile Today, donc les premières générations de smartphones, on parle de 176 par 220. Fait qu'on est, tu sais, imagine Là, tu parles de pixels, là. Ah, pixels, ouais. Et imagine, aujourd'hui, tu regardes un écran de 640 par 480, c'est VGA, là. Tu regardes ça, puis tu capotes parce que tu te dis, my God, comment est-ce que je peux programmer de quoi là-dedans? À n'importe quoi en bas de 1024 par 768, les développeurs se plaignent. Mais c'est pour ça que quand on est dans notre Visual Studio puis qu'on développe une application où on va utiliser le modèle du Net Framework, mais on va avoir des classes spécifiques pour être capable de programmer, puis on va avoir à ce moment-là à respecter les contraintes de ces classes-là. Mais plus que ça, pour être capable de tester, valider que ça fonctionne, théoriquement, il faudrait que j'aille sur un vrai device puis que je déploie. OK. Microsoft, pour nous simplifier la vie, nous fournissent des émulateurs Oui. sur ton poste PC pour être au moins capable de pas avoir toujours besoin d'uploader sur un device. Mais il y a toute la problématique que ton poste de développement, c'est pas la machine qui va rouler l'application. Donc, il y a un premier changement de paradigme là aussi. Ah, définitivement. Puis, passons au travers de la liste des outils qu'on a besoin pour commencer. Donc, la deuxième bonne nouvelle, en fait, c'est que non seulement tu réutilises ton modèle de programmation .NET, mais c'est que tu gardes le même langage. Donc, vous utilisez VB.NET puis vous utilisez C# pour le développement là-dessus. Vous n'avez pas besoin aussi d'utiliser un autre environnement. C'est directement dans Visual Studio. Le Compact Framework version 1 était dans Visual Studio 2003. Et dans Visual Studio 2005, on peut utiliser autant Compact Framework 1 que 2. C'est une des grosses différences parce que, étant donné qu'il y a beaucoup d'appareils qui ne supportent pas le Compact Framework version 2, tu peux créer un projet autant NetCF1 que NetCF2 avec Visual Studio 2005. Contrairement aux autres types de projets comme VB Windows Form ou ASP.NET où est-ce qu'on est limité à la plateforme 2.0. Oui, si tu veux utiliser 1.1, tu es obligé de réutiliser Visual Studio 2003. Avec 2005, tu peux faire du Compact Framework autant 1 que 2. Il n'y a pas de Compact Framework 1.1 parce que Compact Framework 1 est sorti en même temps que .NET 1.1. Puis là, je t'ai entendu dire NetCF. Donc, NetCF voulant dire Compact Framework. Oui, on va souvent utiliser le terme CF dans la suite de la discussion. Parce effectivement. Plutôt que de dire .NET Compact Framework, on dit souvent juste CF ou NetCF. Donc, avec Visual Studio 2005, on a tous les outils qui viennent avec. Donc, si vous faites une installation standard, avec la version standard en montant, vous n'avez même pas besoin de la version professionnelle de Visual Studio. Là. La seule version qui n'a pas de mobilité, c'est la version Express. Celle qui est gratuite, mais Ouais. si la première version de base que tu achètes, C'est ça. La version standard, professionnelle, puis toutes les Team Editions, naturellement, ont tous les outils pour la mobilité. Ça vient avec le .NET Compact Framework. Donc, le .NET Compact Framework, en deux lignes, là, pour savoir qu'est-ce que c'est le .NET Framework, mais en version pour appareil mobile. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne le CLR. Donc, vous avez un CLR avec du MSIL, avec le Just-in-Time Compilation. donc il y a un runtime qui est capable Ouais. de rouler dans des pocket PC ou dans des téléphones Dans des smartphones, que ouais. Microsoft ont développé, puis qui va te donner justement cette couche d'abstraction-là pour être capable de pouvoir programmer avec le .NET. C'est la même chose que le vrai framework, dans le fond, pas le vrai, dans le fond, mais le Oui, parce plain qu'on n'a pas tout, framework. là. Mais au niveau du modèle en tant que tel, la gestion de mémoire au niveau du garbage collector est légèrement différente que dans mais sauf qu'au niveau du développeur, tu t'en rends pas vraiment compte. T'as aussi les exceptions, t'as du multithreading dedans. C'est juste qu'au niveau des services de sécurité, il y a certaines choses qui manquent. La principale chose qui manque en tant que telle, c'est au niveau des classes. Parce que il y a combien? Au-dessus de 5000 classes dans .NET 1.1, je pense. Donc, puis dans 2000, dans 2.0, t'en as, je sais pas combien exactement, au-dessus de 10 000. Donc, le chiffre magique que je donne à tout le monde pour comprendre, le Compact Framework vous donne 28% de la capacité au niveau des classes comparé à .NET, mais dans seulement que 8% de la grosseur. Ça roule dans combien d'espace mémoire? En espace mémoire, ça va te prendre à peu près peut-être 1.5 à 2 MB de RAM pour un process qui va rouler le Compact Framework. Le footprint sur le disque en tant que tel, c'est 4-5 MB à peu près. Incroyable. Seulement. Puis ça te donne 28% de la capacité de .NET.
en seulement que 8% de la grosseur sur le disque. Donc, t'as toutes les namespaces que normalement tu utilises à la vie de tous les jours, tu sais, ADO.NET, t'as 91% de la capacité de ADO.NET 2.0 dans le Compact Framework. T'as 88% de System.xml. Fait que t'as de la sérialisation XML là-dedans. T'as un peu de XPath. On a maintenant aussi la validation de schéma XML. ADO.NET, t'as tout. Le dataset typed et untyped. Parce que .NET Compact Framework 1.0 avait pas de typed dataset. Maintenant, on les a dans 2.0. Puis quand on programme vraiment avec VB.NET ou C#. C'est pas du script. Là. C'est pas du script. C'est le plein langage. Il y a rien qui a été enlevé. T'as même les generics aussi. Donc, t'as les partial classes, t'as les generics, toutes les nouvelles features au niveau du langage en tant que tel sont dedans. Donc, tu utilises C# et VB, c'est les classes qui en ont moins, par contre. Donc, c'est ça la bonne nouvelle, les auditeurs, c'est que c'est pas un changement de paradigme. Puis, non. Par contre, comme tu disais, tu peux pas dire j'ai une application Windows, puis je la transporte pour un Pocket PC, puis le challenge c'est juste de rapetisser l'écran, puis non, c'est parce qu'il faut tenir compte du fait que le Pocket PC va être à l'occasion déconnecté. Donc, comme on n'a pas des heures, je peux te donner la règle de base que j'explique au niveau de comprendre l'expérience, c'est que un usager mobile travaille pas avec un appareil mobile de la même façon qu'un usager de bureau. Quand tu développes une application pour un usager de bureau, tu le développes en fonction du fait qu'ils vont être assis à leur ordinateur puis qu'ils vont passer la journée entière devant. Donc, c'est pour ça que tu peux avoir des fois des formulaires qui vont être bien longs, puis tout ça, puis des processus. Tandis que l'usager mobile, souvent, va prendre son appareil, il va l'allumer, il est instant on, il n'y a pas de boot en tant que tel. Il va juste l'allumer, l'application peut même déjà être loadée. Et à ce moment-là, tout ce qu'ils vont faire, c'est faire une petite recherche rapide avec un mot-clé, quelque chose, un nom de code, pour regarder un statut sur quelque chose ou faire une entrée de données très rapide. L'expérience de sortir l'appareil de ta poche jusqu'à le remettre dans ta poche, souvent va se faire en dedans de 1 minute à 3 minutes. Si le processus en tant que tel, le use case que tu recrées prend plus que 2-3 minutes, c'est parce que fort probablement, t'as pas essayé de comprendre l'expérience de ton usager mobile. Donc, faut que tu sois très proche de tes usagers pour comprendre c'est quoi tu veux faire sur le terrain. Parce que tu peux pas demander à quelqu'un de passer une demi-heure debout avec un écran de 240 par 320 pixels, puis de rentrer un paquet de formulaires avec 14 niveaux de tabs pour rentrer c'est pas réaliste. Pour bien faire, un développeur qui spécialise en applications Pocket PC, par exemple, ou mobile, doit au moins en avoir un là, pour voir les problèmes que ça peut apporter là, une utilisation d'un appareil comme ça. Il y a rien de tel comme en avoir un et comprendre l'expérience au jour le jour en travaillant avec, définitivement. Sauf que ça en prend pas nécessairement un pour développer. Tantôt vous avez parlé d'émulateurs. On a commencé avec les outils. Donc on a le Compact Framework, juste vite aussi pour passer sur donc on a Windows Forms avec on a beaucoup de controls qui sont disponibles dans Windows Forms avec le Compact Framework. On a même des grids qui sont disponibles. Il y a des third-party controls aussi qui sont disponibles de Component One, de OpenNetCF, puis d'un paquet d'autres, de Red Carpet aussi, de NSoftware. Il y en a plein qui sont disponibles. Puis après ça, on a dans les namespaces, on peut appeler des services web. Donc on a le côté client des services, pas le côté serveur naturellement. Ben forcément, personne voudrait héberger sur son Pocket PC. C'est pour ça aussi que quand on disait qu'on a perdu dans le fond, on a 28% de la fonctionnalité. Il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on veut pas avoir de toute façon. Tout le namespace de .web, ASP.NET. C'est ça. Tout le ASP.NET côté serveur, les server controls, on en a pas de besoin. Tout le directory service, parce qu'un appareil Windows Mobile n'est pas un client dans Active Directory, t'es pas. Tout ce qui a rapport à WMI est pas là. C'est sûr qu'il y a aussi des namespaces qu'on voudrait avoir, tu sais, comme remoting, on les a pas. Celui-là, on n'a pas de remoting. Le plus simple, web service quand même. T'as web services, t'as sockets aussi. System.net.sockets est là. Donc tu peux faire des HTTP web request puis response. Tu peux carrément ouvrir des sockets TCP/IP puis travailler dessus. Donc ça c'est pas un problème. Tu peux le faire. Même Carl Franklin l'année passée me parlait qu'il a recréé un protocole similaire à remoting simplement avec sockets. Comme ça, il est assez fort là-dessus. Oui. Carl Franklin était reconnu comme étant l'animateur du .NET Rock, qui est un autre podcast mais par contre, une de ses spécialités en développement, il a toujours été un fan de sockets. Son livre est là-dessus. Donc, il y a moyen de faire tout ça. Puis, tu parlais de comment faire du développement. Après ça, tu as fait allusion aux émulateurs. Ben, c'est qu'effectivement, si tu pèses F5 dans Visual Studio avec une application Compact Framework, qu'est-ce qui arrive?
Bon, qu'est-ce qui arrive, c'est que la première chose que le Visual Studio te demande, c'est où tu veux déployer ton application. Tu as le choix de soit la déployer à un émulateur ou bien à un appareil physique quelconque. Donc, il faudrait qu'il soit connecté, par contre. Ouais. Le côté émulateur, c'est que tu as toute une liste. Étant donné que Visual Studio va supporter le développement sur Windows Mobile 2003, avec des SDK additionnels que tu peux installer, tu peux aussi supporter Windows Mobile 5, autant Pocket PC que smartphone, puis c'est tout intégré dans Visual Studio. Donc, quand tu installes les émulateurs, les SDK additionnels, ça te donne des projets additionnels, ça te donne les émulateurs additionnels. Donc, si tu dis, mettons, je fais un nouveau projet Windows Forms, tu vas choisir au départ de dire, je veux faire un projet Windows Mobile 5 Pocket PC. Et là, ça va te créer une forme qui va être 240 par 320, par exemple, qui est le format typique qu'on va retrouver sur un Pocket PC. Tu bâtis ton application comme normal, parce que tu as un designer. C'est juste qu'au lieu d'avoir un gros formulaire, tu as un petit formulaire de 240 par 320. Mais le designer ressemble à un peu ce que la même expérience quand tu fais des formes. C'est la même affaire. Tu prends tes controls sur ton toolbox, tes drag and drop dessus, tu double-click, tu utilises VB ou C#, tu peux avoir des DLL, des class libraries aussi sans problème. Donc, tu bâtis ton application normale. La seule différence, comme j'ai dit, c'est que tu as moins de classes dans le namespace, mais IntelliSense le sait. Donc, si une classe n'est pas dans le Compact Framework, IntelliSense n'essaiera pas de te dire que tu peux l'utiliser. Et lorsque tu pèses F5, si tu dis je vais l'envoyer, mettons, au Pocket PC Phone Emulator Windows Mobile 5, ben là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir, c'est un peu comme un Virtual PC, dans le fond. Dans la version 2003, c'était en fait un Virtual PC. La technologie Virtual PC était utilisée, puis ça roulait un Virtual PC x86, qui roulait exactement l'image de Windows Mobile que normalement tu retrouves sur un appareil. Ah, c'est pour ça qu'on pouvait pas développer des applications mobiles quand tu étais dans un VPC. Dans un VPC. Exactement. Tu peux pas avoir un VPC dans un VPC. Exactement, parce que tu peux pas avoir de VPC dans un VPC. Donc avec 2003, tu pouvais pas faire le développement, tu peux pas rouler en tout cas ton développement mobile puis ils ont-tu réglé le problème? Oui, c'est réglé parce que aujourd'hui ce qu'ils ont fait, c'est que le VPC c'est une bonne idée parce que ça t'assure que tu as exactement la même image du système d'exploitation, mais le problème c'est que le hardware est encore différent. Parce que au lieu de rouler sur une architecture ARM, par exemple le Strong ARM, là, ou ce qu'on appelle le X-Scale Intel, à ce moment-là, ce qui arrivait, j'ai dit ARM 7 plus tôt, mais ARM 7 c'est un autre mini processeur pour le Micro Framework, qui est une autre paire de manches. Mais le Strong ARM en tant que tel qu'on l'appelle, ça te fait qu'il peut avoir techniquement, il peut y avoir des différences entre les deux. Donc, ce qu'ils ont fait, l'équipe Visual Studio for Devices chez Microsoft, ils ont carrément réécrit un nouvel émulateur from scratch qui s'appelle le Microsoft Device Emulator version 1. C'est pour ça qu'il s'appelle version 1 parce que c'est un tout nouveau. Et il est extraordinaire parce que ce qu'il fait, c'est qu'il fait l'émulation du hardware lui-même. Donc, c'est pour ça qu'il est très gourmand en ressources. Tu peux voir facilement ton nos PC, ils en ont de la puissance. Ouais, mais je veux dire, surprends-toi pas, il peut paraître lent parce que le software, à ce moment-là, ton CPU, il va faire l'émulation autant de l'image de Windows Mobile que aussi de la plateforme hardware qui roule Windows Mobile. Fait que c'est carrément le hardware board en tant que tel, le board matériel, qui va être émulé en plus de l'image Windows Mobile dedans. C'est pour ça que tu peux facilement voir, en moment après un bout de temps, ton process, tu vas dans le Process Explorer, là, tu peux voir un processus d'émulateur qui peut facilement prendre un bon 200 MB de RAM. 200 MB. Facilement. Puis, de toute façon, il peut être lent aussi. De plus en plus, moi j'ai 2 gigs sur mon PC, puis c'est pas un problème du tout. Puis tu peux même rouler plusieurs émulateurs côte à côte, si tu veux. Et en fait, t'as pas juste 2 gigs sur ton PC, t'as 2 gigs aussi sur ton mobile device, là, maintenant, ça coûte plus cher, là. 2 gigs de storage sur ton mobile device. Ouais, faut faire la différence. Le RAM, en tant que tel, sur le device, va être souvent 32 à 64 que tu vas retrouver dedans. Donc, oui, l'émulateur te donne tout ça, puis ça va te donner à ce moment-là une expérience qui est beaucoup plus proche. Le problème, par contre, c'est que l'émulateur peut être lent. Donc, il y a beaucoup de développeurs maintenant qui essaient de travailler moins avec l'émulateur s'ils ont leur propre appareil ou s'ils ont l'appareil sur lequel ça va être déployé. Si j'ai un ordinateur avec 2 processeurs, le dual core, est-ce que ça peut aider?
Si t'as 2 processeurs, j'ai jamais testé pour voir vraiment s'il y a un effet final, mais ça sera pas directement dans le support de l'émulateur. L'émulateur roulerait juste sur un CPU, mais comme l'émulateur roule dans son propre processus, tu peux avoir Visual Studio va être dans un, puis donc ça va être au niveau de Windows en tant que tel de faire l'attribution du processeur d'un côté ou de l'autre. Donc oui, probablement, je pense qu'il y aurait un gain à y avoir, mais définitivement, c'est pas l'émulateur lui-même qui va se servir de 2 CPU. Ça serait à tester, là. Ça serait définitivement quelque chose à tester. Moi, je travaille beaucoup sur mon propre laptop pour faire du développement, puis mon laptop a juste un CPU pour l'instant. Donc, on a expliqué ce que ça prend pour être capable de développer. Je sais que là, tu as un Trio, le nouveau modèle qui a le... J'ai bien des appareils. Mais celui que tu préfères de ces jours-ci, ça sera peut-être pas celui que tu vas préférer dans 6 mois, mais de ce temps-ci, là, c'est le nouveau Trio, celui qui roule le système d'exploitation, justement Pocket PC, ou comment il s'appelle la version? OK, ben premièrement, c'est que le nom commun qui est utilisé pour le système d'exploitation, c'est Windows Mobile. Windows Mobile, ce n'est plus ni moins qu'une spécification pour un appareil, un form factor spécifique. Et celui-là, dans le fond, c'est le Pocket PC ou le smartphone. Et la technologie en dessous de Windows Mobile, c'est Windows CE. OK. Donc, Windows CE, CI, c'est beaucoup de monde qui pensait que ça avait disparu, mais Windows CI, c'est le système d'exploitation de base qui est très modulaire. Donc, les manufacturiers qui bâtissent des nouveaux appareils peuvent ils achètent une licence, dans le fond, de Microsoft. Tu peux pas acheter Windows CE dans un magasin, là, sur une tablette, là, puis le ramasser. C'est vraiment, faut que ce soit une compagnie qui va voir Microsoft, qui achète la licence Windows CE, puis qui vont à ce moment-là le brûler quand on dit brûler, là, c'est un transfert en flash memory. Dans le temps, c'était carrément brûlé sur un chip. Et qui vont choisir les morceaux dans le fond de Windows CE. Fait qu'ils peuvent dire je veux faire un appareil Windows CE comme un frigidaire par exemple, puis pas de UI par exemple. Pas de UI, ou je veux faire mon propre UI parce que si je fais un frigidaire, j'ai pas envie d'avoir le start menu avec la clock puis le taskbar puis les icônes puis le desktop. Ben, je vais avoir mon propre UI. Ben comme par exemple les radios d'auto qui sont basées sur le Windows CE for Automotive. Eux autres n'utilisent pas le shell standard de Windows. Ils ont leur propre shell qui est, dans le fond, drivé par des boutons, par voice activation aussi, activé par la voix. Donc, à ce moment-là, tu peux choisir tes morceaux. Le problème, par contre, juste pour les développeurs, c'est que si tu sais pas quels morceaux sont dans le système d'exploitation, c'est pas mal un cauchemar de développer des applications. Parce que y a-tu le réseau? Y a-tu le multimédia? Y a-tu le shell? Dans le fond, tu le sais même pas. Donc, ce que Microsoft ont fait pour simplifier ça autour des années 2000, c'est de prendre Windows CE. Donc, ça a commencé avec Windows CE 3. Puis, ils ont bâti une spécification. Ils ont dit, on va pré-choisir tous les morceaux. On va même aussi dicter de quoi le hardware devrait avoir l'air. Donc, et on dit un app. C'est donc, ça. toi, quand on dit Windows Mobile, c'est la spécification. Puis toi, tu peux être sûr quand tu développes que, par exemple, il y a de la connectivité. Exact. T'as pas besoin, puis de toute façon, c'est parce tu sais que le network stack est dedans, les DLL sont là. Tu sais pas si t'as une connexion. Mais tu sais par contre qu'au moins, les composantes pour pouvoir questionner à savoir s'il y a une connexion sont toutes là. Donc c'est là qu'ils ont inventé le terme Pocket PC. Parce que le nom de la spécification originale, c'était Pocket PC. Ça, c'était sur Windows CE 3. Après ça, ils l'ont mis à jour à Pocket PC 2002. Qui était aussi sur Windows CE 3. Ils ont sorti le Smartphone 2002 pour un form factor différent, qui n'a pas de stylus, mais qui utilise juste le keyboard, un clavier numérique, avec nécessairement un radio dedans. Par radio, on veut dire un radio sans fil, qui communique avec le réseau cellulaire, là, pas un radio FM. Et après ça, ils ont décidé de tout ramener ça sous un nom qui s'appelait Windows Mobile. Et il y a 2 saveurs de Windows Mobile. Il y a une saveur pour Pocket PC et il y a une saveur pour smartphone. Et vous pouvez faire du développement sur les 2 dans Visual Studio. Puis au niveau des processeurs, ça a tout été streamliné dans le sens, je sais qu'à l'époque, là, il y avait plusieurs types de processeurs. Oui. À l'époque, pour les processeurs, on retrouvait dans le fond le SH, non pas SHA, c'est il y a le MIPS. Ouais, ben, ça dépend. Il y a le MIPS. Il y a le X86, parce que Windows CE peut rouler sur X86. T'as le ARM, le Strong ARM. Puis donc, il y en a plusieurs. C'est ça. Puis ils sont encore là aujourd'hui si tu fais du développement sur Windows CE. Parce que tu peux faire un projet Windows CE encore. Sauf que pour Windows Mobile, c'est toujours le Strong ARM.
Donc, fait. Windows Mobile dit qu'il faut que ça roule sur StrongArm, mais si tu t'en vas voir dans les répertoires de Visual Studio, où tu trouves tous les émulateurs, puis aussi toutes les versions de Compact Framework, parce que ton application Compact Framework, elle va rouler sur n'importe quel appareil, mais le Compact Framework lui-même doit avoir une saveur pour chaque CPU. Donc, c'est pour ça qu'il y a une version pour MIPS, il y a une version pour x86, une version pour ARM, pour StrongArm. Donc, si c'est Windows Mobile, ça va toujours être un ARM, par contre, que tu vas retrouver, un StrongArm. Là, je veux revenir au fait que tu viens de te procurer un Palm Trio, le modèle 700W. 700W, oui, parce que les autres Palm Trio, ils roulent encore le Palm OS. C'est ça. Moi, j'ai déjà eu à l'époque j'étais un early adopter des Trio quand c'était même pas Palm qu'ils Faut pas avaient. que tu dises ça, par contre. Puis, En 96, j'avais mon premier Windows CE version 1. Ah ouais, c'était un HP. C'était un cadeau qu'on avait reçu en tant qu'Original Director. ben, je pense que c'est une caractéristique beaucoup des gens qui sont aussi très impliqués dans la communauté. On aime les bébelles. Ah ben, Ça, c'est sûr. On se le cachera pas. C'est sûr. Puis, moi, ce que je voulais amener, c'est que cette bébelle-là, ce nouveau téléphone-là, supporte justement toutes les nouvelles spécifications Oui. Windows Mobile. Oui. Puis, donc, c'est aussi tout le nouveau, comment tu l'appellerais, le nouveau API qui est fourni par Microsoft? OK, ben c'est parce qu'il existe, mais si on regarde depuis qu'ils ont renommé, parce que dans le temps, dans l'ère 2003, ils ont pas appelé ça Pocket PC 2003, c'est là qu'ils ont renommé à Windows Mobile 2003 for Pocket PC and for Smartphone. Tu sais que ça peut être mêlant pour quelqu'un. Ça peut être très, très mêlant, je l'avoue. Sérieusement, là, pour comprendre toutes ces choses-là, j'ai écrit 2 articles en 2003, dans cette période-là, justement, pour Code Magazine. Vous connaissez très bien Code Oui. Magazine. Donc, si vous allez à code-magazine.com, faites une recherche pour Landry. Puis, je pense que c'est un nom de famille qui est facilement connu au Canada, malheureusement maintenant. Mais si vous faites une recherche sur Landry, sur code-magazine.com, vous allez avoir les 2 articles que j'ai écrits en 2003 sur un overview, dans le fond, ça s'appelait Microsoft Mobility 101. Mais aujourd'hui, Mobilité 101. mais aujourd'hui, en 2006, ce que nos auditeurs vont travailler avec, Ouais, là. c'est ça. C'est que dans le temps, on avait Windows Mobile 2003 qui était basé sur Windows CE 4.2. Et maintenant, ils ont tout unifié ça autour de Windows Mobile 5 qui roule sur Windows CE 5. Et Windows Mobile 5, c'est la dernière plateforme. Et il y a une version smartphone, une version Pocket PC. Mais en plus de ça, on a un nouveau set de APIs, des classes, dans le fond. Ça, si j'ai installé mon Visual Studio 2005, Oui. je vais-tu être capable de développer pour ces nouveaux appareils-là? Comme on dit, out of the box, là, pas tout de suite. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles sur le plus simple, c'est d'aller sur le site MSDN. Et dans le MSDN Developer Center, il y a un Mobility Developer Center. Et de là, tu peux facilement aller dans les downloads et trouver ce qu'ils appellent le Windows Mobile 5 SDK. Il y en a 2, il y en a un pour le Pocket PC, il y en a un pour le smartphone. Tu downloads ça, c'est gratuit, tu n'as même pas besoin d'en rajouter quoi que ce soit. Tu le downloads, c'est comme j'ai dit, c'est gratuit. Tu l'installes, puis quand tu l'installes, après Visual Studio, naturellement, ça va ajouter des nouveaux types de projets, le nouveau support et les nouveaux émulateurs. Donc, ce qu'on disait, c'est ça. Vous avez besoin de Visual Studio, l'expérience est vraiment pareille, mais en plus, si tu as les derniers cris de téléphone, souvent, faut aller chercher parce que la version de Visual Studio 2005, elle date déjà de 8-9 mois, puis donc, la façon pour Microsoft pour tenir à jour, c'est d'offrir gratuitement les En API. fait, c'est que ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu installes le Compact Framework, le Windows Mobile 5 SDK, autant smartphone que Pocket PC, ça nécessite Visual Studio 2005, mais ça peut travailler autant avec le Compact Framework 1 que 2. OK. Donc, oui, ça va rajouter les projets dans 2005. Tu peux pas travailler avec Compact Framework 1 sur 2003 avec le Windows Mobile 5 SDK. Ça te prend la version de 2005. Sauf que, même si c'est un projet Compact Framework 1.0, tu peux quand même utiliser Windows Mobile 5 SDK avec ça. Ce que le SDK te donne, c'est des émulateurs additionnels, naturellement, qui vont te donner la vraie fonctionnalité de la plateforme Windows Mobile 5, comme on disait le Palm Trail 700W. Ou bien, ça va te donner naturellement aussi des nouvelles classes, des nouveaux namespaces. Comme par exemple, tu vas avoir un namespace qui s'appelle le Microsoft. Ça commence pas par System, parce que System, c'est quand c'est dans la plateforme. C'est le Microsoft namespace. Donc, Microsoft.windowsmobile
.pocket Outlook, par exemple. Ça, c'est un nouveau set de classes, des classes gérées, managed classes, qui te permet de pouvoir communiquer avec Pocket Outlook dans ton appareil pour aller ajouter des contacts, lire les contacts, les calendriers, les emails, envoyer des SMS ou des choses comme ça. Parce que c'était important, les gens demandaient beaucoup l'intégration avec les versions Pocket Office que tu peux rouler. Ouais. Puis j'imagine aussi beaucoup d'intégration, peut-être l'interopérabilité COM, parce qu'il y a encore... En fait, avec le Compact Framework 2, ce qu'on a, une nouvelle fonctionnalité qu'on n'avait pas dans le 1, c'est l'habilité de pouvoir appeler des objets COM. Parce que ce que beaucoup de monde ne savent pas, c'est que la technologie COM existe aussi sur Windows CE et sur Windows Mobile. Avec Compact Framework 2, on peut faire un appel .NET à COM. L'inverse, c'est pas possible, par contre. Contrairement au desktop, on peut pas faire un appel COM à .NET. Donc, quand on veut sortir le .NET, on peut faire du Platform Invoke aux API, ou on peut faire un appel COM. Mais si on veut aussi directement communiquer avec Pocket Outlook, on a les classes, Managed Classes en Windows Mobile 5 SDK, qui nous permettent de pouvoir communiquer avec. On n'a malheureusement pas accès à Word Mobile ou Excel Mobile, parce que eux, ils ont pas d'object model, ils ont pas d'interface COM pour pouvoir communiquer avec. C'est intéressant ce que tu dis parce que maintenant qu'on peut communiquer avec COM et communiquer avec Outlook, dans ma tête je me dis dans combien de temps qu'on va voir un virus genre I love you comme à l'époque? Ben oui, effectivement. Il y a déjà des packages antivirus qui sont là pour pouvoir protéger les appareils, mais ben honnêtement, jusqu'à maintenant, il y a pas eu aucun outbreak, il y a pas eu aucun virus qui a été détecté dans le monde de la mobilité. Il y en a juste eu un seul qui a été fait à date et c'était une preuve de concept en tant que tel dans un environnement contrôlé, juste pour tester justement l'environnement. Parce que faut comprendre aussi qu'une des notions de virus qu'on retrouve, c'est le fameux Windows Scripting Host, qui te permet de pouvoir rouler des scripts, VB-script et tout ça, des attachments dans les emails, ça existe pas sur les appareils. T'as pas de Windows Scripting Host, tu peux pas rouler un script dans Outlook. Donc, t'as pas cette menace-là en tant que telle. Puis comme le email est une des premières façons de pouvoir propager un virus, ben, premièrement, t'as ça. Deuxièmement, le fait qu'il y a souvent des virus, souvent aussi les spyware, ça va être un nouveau processus qui va rouler en background dans ta machine. La notion de background process ou de background service, en fait, background service n'existe pas sur Windows Mobile. T'as pas de service que tu peux démarrer avec un start-stop, sans avoir une session d'usager, parce que la notion de session usager n'existe pas non plus. Quand t'es dans l'appareil, t'es dedans, c'est un appareil qui est bâti en fonction d'un seul usager. Donc, beaucoup des mécanismes qui sont normalement utilisés par les virus n'existent simplement pas dans l'appareil. Ça fait pas autant de sens. Puis il y a aussi, c'est que je pense pas que tu vas voir du jour au lendemain dans les journaux un gros virus qui est sorti, parce que c'est sûr, ceux qui font des virus, ce qu'ils veulent, c'est avoir une certaine reconnaissance, que ça fasse les nouvelles, que ça fasse les manchettes, comme on dit. Et t'auras pas ça sur un appareil. Il y a moins d'usagers. Il y a moins d'usagers, puis même les usagers qu'il y a, naturellement, sont pas aussi connectés à l'Internet que tu leur trouves sur les appareils de bureau. Donc, c'est pour ça que la menace est vraiment pas aussi grande. Donc, définitivement, c'est pas, il y a pas de quoi trop s'inquiéter de ce côté-là. Nicolas, ce que j'aimerais discuter là avec toi, c'est dernièrement en mai, il y avait une grosse conférence sur justement le mobile, c'est la conférence MADC. C'est le Microsoft Embedded and Mobile Developers. C'est la raison pourquoi tu n'étais pas à DevTeach cette année. Ben oui, malheureusement, c'est ça. J'aurais bien aimé ça aller à Montréal pour le DevTeach parce que j'étais là depuis le tout début. Dans le fond, j'étais même le conference chair pour le .NET les 2 premières années. Mais malheureusement, cette année, c'était un conflit le jour pour jour avec le MADC à Vegas. Et le MADC, c'est le TechEd de la mobilité en tant que tel. Donc, en tant que spécialiste en mobilité, je pouvais pas manquer ça. J'étais aussi conférencier au MADC. Je donnais 3 sessions là-bas. J'étais sur un panel avec le Mobile PC Team. On a aussi un jeu qu'on a écrit pour les participants qui s'appelait Mobile Combat, qui était un jeu Compact Framework qu'on gérait dans le fond là-bas. Donc ça a été une grosse semaine, puis il y a eu beaucoup de... C'est quoi les annonces principales qui ont été faites pendant cette conférence-là? Ben, je te dirais que les grosses annonces principales sont venues principalement l'an passé. Parce que l'année passée, c'est là que Windows Mobile 5 a été annoncé. Donc, il n'y a pas il y a pas de nouvelle version de Windows Mobile qui est sortie tout de suite. La grosse annonce, c'est toujours de Windows CE 6. Parce que la nouvelle version de Windows CE est enfin rendue publique. Ça fait déjà plusieurs mois que je travaille avec. Mais Windows CE, parce que comment ça fonctionne dans le monde mobile, c'est que t'as le système d'exploitation même a une nouvelle version. Puis dans l'année, à peu près, je dirais peut-être 9 à 12 mois après que le Windows CE 6 va devenir, dans le fond, final, là, tu vas voir peut-être
ce qui devrait s'appeler Windows Mobile 6. OK. Qui va sortir à ce moment-là. Donc, Windows CE 6 a été annoncé publiquement. Le premier bêta a même été rendu disponible aux participants sur le site. Les principales innovations, Windows CE 6, il y a beaucoup plus de services de sécurité dedans. Donc, c'est une des premières affaires. La performance aussi de Windows CE 6 a grandement été améliorée. Mais parce que on en parlait tout à l'heure avec Eric, Windows Mobile 5 au niveau performance, ça a pas livré comme les attentes étaient peut-être trop. Le problème, c'est pas nécessairement au niveau de la performance. Le problème est au niveau des appareils qui le roulent là-dedans. C'est faut comprendre que on n'a pas des gigahertz comme on est gâté aujourd'hui avec les appareils de bureau. Donc oui, effectivement, des fois les services peuvent devenir un peu plus lourds. Mais ça veut dire qu'avec CE6, vu qu'il va être plus optimisé, il devrait se comporter mieux. CE6 va nous donner une meilleure performance. Il y a aussi qu'on avait une des limitations, c'est parce qu'on a la notion de process existe. Il n'y a pas de background de service, mais la notion de process existe dans Windows CE et dans Windows Mobile. Et on était limité à 32 process maximum dans un appareil mobile avec Windows CE, et la limite a été augmentée. C'est sûr, c'est une limite plus virtuelle que d'autres choses, mais la limite a augmenté à 32 000 process. L'espace mémoire disponible aussi. Donc, Windows CE 6 va vraiment nous ouvrir une nouvelle ère en tant que telle pour la mobilité, parce qu'il faut pas oublier que Windows CE 6 peut être utilisé autant pour un robot industriel qu'un pocket PC ou un smartphone ou un frigidaire ou un kiosque aussi en tant que tel que tu peux retrouver dans un centre d'achat. Surtout, tu disais au début... Ou une pompe à essence aussi. J'ai vu à MADC, il y avait des démonstrations de pompes à essence qui roulent Windows CE 6. Tu le sais pas parce que quand tu regardes dessus, il n'y a pas de Windows logo, il n'y a pas de start menu, rien. C'est un shell tout à fait sur mesure pour la pompe à essence, mais oui, il y a des pompes à essence. J'aime bien le jeu de mots avec Shell. Un shell, ouais. OK. Ouais, OK, good one. Mais comme tu disais au début, aujourd'hui, sur ton Pocket PC, t'as à peu près la performance du PC que t'avais en 97-98. Donc là, on est en 2006, ça veut dire qu'en 2010, 2011, 2012, les Pocket PC de cette époque-là vont avoir la performance de nos laptops d'aujourd'hui. Pas mal, oui. Donc, il y en a pas beaucoup d'années devant nous où est-ce que on va en avoir la performance dans ces petits... Ben, je veux faire attention sur un point, par contre. S'il y a une chose que je suis tanné d'entendre, c'est que le monde pense que la mobilité, c'est quelque chose pour dans à peu près 4-5 ans d'ici. C'est là aujourd'hui. La performance est là aujourd'hui. C'est juste qu'il faut faire attention comme développeur parce que, oui, on a peut-être des PC qui donnent la performance d'à peu près 97-98, dans le fond, les ordinateurs qu'on avait à ce moment-là, mais on utilise des techniques aujourd'hui qu'on n'utilisait pas dans ce temps-là. On n'utilisait pas XML à l'époque comme on l'utilise aujourd'hui. XML a un gros overhead en tant que tel. Aussi, la façon qu'on gère la mémoire, les couches logicielles qu'on a, le manage code en tant que tel, c'est quelque chose qu'on n'avait pas à l'époque. Puis aujourd'hui, on a ça. Fait que c'est pour ça qu'on a une espèce de monde partagé où on utilise des techniques de 2005-2006, mais sur un hardware qui ressemble plus à ce qu'on avait en 97-98. C'est pour ça, des fois, que la performance peut paraître un peu plus lente, mais c'est parce que on essaie de faire la jonction entre deux mondes. Mais la réalité, c'est que les entreprises qui ont des besoins d'affaires très concrets, eux, ils attendent pas 2010. Exactement. Ils font des applications. C'est pour ça que votre organisation, entre autres où tu travailles, vous en faites, vous développez des applications. C'est ça. Je pense même que si nos auditeurs qui sont des experts développement mobile puis qui aimeraient ça travailler à New York, qui n'hésitent pas à t'envoyer leur email. Pas juste mobile, hein. Sérieusement, on cherche du monde comme vous pouvez pas vous imaginer. Donc, si vous avez du monde qui cherche une bonne job, vous n'avez pas besoin de sortir du pays aussi si vous voulez juste aller à Toronto. On prend malheureusement pas de monde à distance, mais on engage énormément à Toronto. C'est un environnement anglophone, naturellement. Et aussi, on engage pour New York. Comme j'ai dit, à peu près 80% de la compagnie, c'est des Canadiens, donc vous seriez pas le premier. On a déjà tous les protocoles, les processus, les visas de travail et tout ça pour facilement. Donc oui, on cherche du monde sur .NET, ASP.NET, Windows Forms, BizTalk, SharePoint, Office Server, toutes les dernières technologies. Si vous êtes tanné de faire du code VB6, là, puis vous voulez toucher aux nouvelles affaires, donc oui, la mobilité est là chez nous, mais on peut... on embauche Gavin beaucoup. Sonic va être floodé de CV la semaine prochaine. J'ai aucun problème avec ça. Ils vont être très contents parce qu'on engage la crème de la crème. Mais là, on va te charger des frais, Nicolas. Oui, c'est ça, de recrutement. Je t'enverrai un cognac. Est-ce qu'on peut l'avoir en avance, le paiement du cognac? On va voir qui répond. Mais en tout cas, pour revenir
à Windows 6, donc, et tout ça. Donc, oui, ça va nous aider avec ces nouveaux processus-là. Et l'autre grosse annonce qu'il y avait au MEDC, c'était le nouveau .NET Micro Framework. Ah Donc, oui, ce qui était dans les mondes spot, là. Ouais, c'est ça. On a .NET Framework, on a .NET Compact Framework pour plus les appareils Windows Mobile, aussi Pocket PC, smartphone. Et on a aussi maintenant le nouveau .NET Micro Framework. C'est le nouveau nom en tant que tel qui a été donné à ce qui s'appelait le Tiny CLR. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, les montres MSN, les smartwatches avec MSN Direct, qui roulent sur la technologie SPOT, non le Smart Personal Object Technology, c'était une version du mini CLR en tant que tel qui se retrouve dedans. Et Microsoft a fait l'annonce officielle et a sorti le nouveau Technical Preview. C'est même pas un bêta, c'est même pas un alpha, c'est un Technical Preview très limité. En 2 mots, ce que ça veut dire, c'est que plutôt que de faire du développement sur des fois quand on fait de l'électronique, puis qu'on fait du stamp development en tant que tel, en assembleur ou des langages de très bas niveau, maintenant, c'est que tu peux faire du langage .NET. Là-dessus. Donc, c'est C# pour l'instant. J'ai pas entendu parler qu'il y a de VB pour ça. C'est du développement C#. C'est un nouveau SDK qui s'installe directement dans Visual Studio. Donc, tu fais ça avec Visual Studio 2005. Et ça te permet de pouvoir écrire des petits programmes. Le .NET Micro Framework roule avec 250 codes RAM. 250 ou 300, je me souviens bien, dans ce range-là. Et ça te donne à peu près 80 classes. Quand tu y penses pour le niveau qu'on travaille dans un chip, 80 classes avec le langage C#, c'est beaucoup. Tu peux vraiment en faire beaucoup. Puis d'ailleurs, à MEDC, ils nous donnaient des petits robots, ce qu'ils appellent les SumoBots, que tu as un moteur, des sensors dessus et tout ça. Et ils faisaient des compétitions de SumoBots où est-ce qu'un robot doit pousser l'autre robot en dehors de l'arène. Et tout le kit de développement, l'émulation et tout ça, c'était développé avec le .NET Micro Framework. Juste par aussi, dans le .NET Micro Framework, est-ce qu'on va pouvoir programmer nos futures montres spot avec, ou est-ce qu'il va falloir qu'on soit des fabricants de montres pour pouvoir les programmer? Théoriquement, oui. Aujourd'hui, par contre, t'as pas étant donné que le Technical Preview qui a été livré est très ciblé en tant que tel, surtout pour le SumoBot qui nous avait livré. Donc, techniquement, oui, ça va être possible. Et effectivement, j'ai bien hâte parce que moi aussi, j'ai ma montre spot. Je vois que tu portes la tienne en ce moment. Et j'aimerais bien ça écrire des applications pour ça. Le processeur, dans le fond, que c'est fait pour, c'est le ARM7. Et qui est une version plus petite en tant que telle des versions StrongARM qu'on connaît. Et il va y avoir d'autres processeurs qui vont s'ajouter à ça. Mais une affaire qui est bien intéressante, c'est qu'on a même certaines classes de Indigo, de Communication Foundation, dedans pour faire des appels à distance là-dessus. La technologie aussi Sideshow qu'on retrouve dans Vista, dans le fond les petits appareils auxiliaires, dans le fond ce qu'ils appellent les auxiliary displays qu'on peut retrouver par exemple sur la couverture d'un laptop, des choses comme ça. Sideshow aussi utilise le Micro Framework. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir écrire, parce qu'au début, le SDK, c'était juste C++ et COM, puis maintenant, ils ont ouvert la porte aussi au .NET Micro Framework, de sorte que lorsque ça va devenir, le Micro Framework va devenir disponible, vous allez pouvoir écrire des appareils pour les sideshows. Et en plus, Microsoft a annoncé dernièrement une nouvelle plateforme hardware qui s'appelle, le nom de code, je pense, Origami. Ah oui, le Origami. Ça a été Microsoft se lance dans le marketing Apple, le Origami, parce qu'il a fait une grosse campagne de marketing secrète à savoir du marketing viral. C'est ça, du marketing viral, comme ils l'appellent. C'est quoi le Origami? Le Origami est essentiellement le nom officiel, c'est ce qu'on appelle un Ultra Mobile PC, un UMPC. C'est un bon point dans le fond que tu mentionnes, parce que on a parlé beaucoup tout le long du show de Compact Framework, de Windows Mobile, de Devices, mais c'est juste une portion de l'aspect mobilité chez Microsoft. Il y a toute une autre portion qui est ce qu'on appelle le Mobile PC, ce qui inclut aussi le Tablet PC. C'est des appareils mobiles. Puis souvent, si le scénario est fait pour un tablet PC, essaye pas de le rouler sur un Pocket PC. Faut comprendre qu'il y a tout un grand spectrum en tant que tel, un spectre d'appareils qui peut aller justement à des mini Spotwatch puis des smartphones jusqu'au Pocket PC, au UMPC, au tablet PC et au laptop. Un laptop, c'est un appareil mobile aussi, dans le fond, quand on y pense. Fait que ça veut dire que la notion d'un développeur mobile qui, des fois, va devoir tenir compte de la batterie, de la connectivité réseau qui est pas tout le temps là, sur un tablet PC puis sur un mobile PC, on a la même chose. Juste pour revenir sur le Ultra PC, moi, la manière que je comprends ça, je pense pas que Microsoft, en tout cas à la base, cible le marché d'entreprise. On a parlé qu'il y avait beaucoup de besoins dans les entreprises pour des applications mobiles, mais le Ultra PC, c'est plus un ordinateur
je dirais quasiment, ça serait pour être le deuxième ordinateur des gens, parce que quand c'est tout petit, c'est quoi, 6 pouces par 8 pouces? Le Ultra Mobile PC, ce que c'est en tant que tel, c'est un ordinateur qui est bâti entièrement de composantes qui sont des communes dans le marché. Donc, il n'y a pas d'innovation technologique dedans. Donc, c'est des processeurs très efficaces qui sont pas chers. Les écrans, c'est le même écran qu'ils mettent sur les lecteurs DVD qu'on voit partout portatifs. Donc, c'est pour ça que c'est un écran de 7 pouces tout le temps que tu vas retrouver dessus. Il y a résolution de 640 par 400, je pense. C'est 800 par 480. Okay. C'est comme un 800-600, mais en widescreen. Donc, à ce moment-là, il était coupé en bas. Donc, c'est 800 par... En fait, c'est un 640 par 480 widescreen. Donc, pour ceux qui connaissent le PlayStation portable, là, disons que c'est plus gros, c'est peu plus gros, 2-3 fois plus gros à peu près, là. Ben, pas 3 fois, là, mais je te dirais que c'est rajoute une coupe de pouce plus large, puis une coupe de pouce plus long, puis un peu plus épais, mais t'as un disque dur dedans. Tu vas avoir à peu près en mémoire, tu vas avoir 256 MB, peut-être à 512, dépendant de la configuration. Ça vient avec Wi-Fi. Ça vient avec Wi-Fi, il y en a qui ont Bluetooth aussi. Il y a quelques modèles qui sont déjà sortis, il y en a d'autres qui s'en viennent. C'est un tablette PC. C'est un tablet PC. Donc, t'as Windows XP pleine version dedans. Parce que le tablet PC est basé sur Windows XP Pro. Donc, tu utilises le plein .NET pour bâtir des applications dessus. Tu as le Tablet PC SDK qui est aussi disponible pour pouvoir faire de la manipulation, ce qu'on appelle de Ink, avec le Microsoft.Ink namespace. Encore une fois, c'est tout un SDK que tu peux downloader directement. Si tu vas sur msdn.microsoft.com/mobilepc, tu vas tomber à ce moment-là, on a toute cette zone-là où est-ce que tu peux aller chercher les SDK puis faire du développement là-dessus. Puis aussi, ça peut nous amener peut-être à expliquer ça à nos auditeurs. Tu sais, aujourd'hui, on considère que le tablette PC, c'est pas la même chose que Windows XP, mais avec Vista, la prochaine version du système d'exploitation, pour Microsoft, là, toutes les fonctionnalités d'un tablette PC, ça devient des fonctionnalités de base d'un ordinateur mobile. Il n'y a plus de différence à proprement parler. Exactement, parce que la notion, aujourd'hui, c'est une édition séparée qui s'appelle le Tablet PC Edition. Dans Vista, les fonctions tablet sont incluses dedans directement. Donc, la notion d'un laptop, ça va être un peu moins que certains vont avoir un feature qui s'appelle le tablet, d'autres l'auront pas, mais de plus en plus les laptops qui vont sortir sur le marché Vista va toujours avoir ces fonctionnalités-là. Vista va toujours avoir les fonctionnalités. Écoute, Nicolas, je pense que ça fait le tour. En tout cas, on a... C'est dur de faire le tour parce qu'il y en a pas mal à couvrir. Donc, en terminant, est-ce que tu as un site web, un livre, quelque chose que tu aimerais là, partager avec nos auditeurs en disant, regardez, là, allez voir ça ou allez lisez ce livre-là. Je sais pas si c'est quelque chose comme ça que tu aimerais partager. Premièrement, faut que je pousse mon blog. Je veux dire, fait que si vous pouvez le trouver autant sur activenic.net, mais l'adresse officielle de mon blog, c'est Activenic, donc Active, N-I-C-K, activenic.infusionblogs.com. Donc, on va mettre le lien sur notre site. Vous mettrez le lien, je vais vous le donner. Et là-dessus, moi, je blogue sur toutes sortes d'affaires autour de .NET, sur l'architecture, sur la mobilité en général. Je parle même de gaming des fois parce que j'aime beaucoup faire du gaming sur mon PC, sur mon Xbox 360. Et donc, je parle beaucoup de toutes ces technologies-là en tant que telles. Nicolas, t'as un chandail où, tu sais, les fameux chandails où c'est marqué Geek. Dessus, le Microsoft Geek, ouais. Pour nos auditeurs, eux autres, ils viennent de comprendre que tu portes fièrement ton chandail. Je porte fièrement mon chandail Geek en tant que tel. Xbox, t'as à peu près 6-7 devices mobiles. Ouais, je l'ai une gang, ouais, disons. Là, ici, on est dans ta chambre, là. D'hôtel, c'est ça. Il y a un tablette PC, il y a un laptop. Donc, t'avais à peu près 50 livres dans ton dos quand j'ai 2 Windows Mobile Device sur ma ceinture en ce moment. J'ai juste derrière moi ici, j'ai mon petit appareil Bluetooth GPS pour que j'utilise pour faire du location. J'ai mon iMate Jazz Jar, j'ai mon iMate PDA 2K, j'ai mon Treo 700W, j'ai mon smartphone SMT 5600. Donc, tu sais, James Bond, puis toi, c'est James Bond est jaloux de toi. Ouais, parlant de James Bond, il y a le nouvel appareil qui est nommé de James Bond, qui est le Q. Tu sais, le gars de gadget dans James Bond qui s'appelait Q. Ben, c'est de là que Motorola a pris son nom pour le nouveau Motorola Q. Parce que c'est le gadget ultime en tant que tel. Ça s'en vient. Il est pas encore totalement là parce qu'il manque un feature important qui est le Direct Push. On s'entend, Motorola ont souvent annoncé des produits que, on attend, puis... Je vais leur donner ça. Ils ont bâti c'est l'appareil le plus sexy sur le marché pour l'instant, le Motorola Q. Mais allez lire mon blog, j'en parle pas mal. Il manque le Direct Push dedans, mais ça s'en vient. On peut pas dire quand exactement parce qu'ils ne l'ont pas dit, mais ça s'en vient. Donc, mon blog, définitivement, allez voir ça. Il y a beaucoup d'informations que vous allez trouver là-dessus. L'autre bon point aussi, naturellement, c'est d'aller sur le Mobility Developer Center sur MSDN. Donc, msdn.microsoft.com.
Vous allez avoir le Mobility Developer Center, le Mobile PC site aussi là-dessus, c'est des bonnes places. Au niveau des livres, c'est dur de donner des recommandations aujourd'hui parce que tous les livres, c'est des livres Compact Framework 1 encore. Il y a un bon livre par contre qui s'appelle c'est Writing Mobile Code. C'est Addison Wesley, c'est de Ivo Salmray qui l'a écrit. Le lien aussi. C'est un excellent livre parce que même s'il est basé sur Compact Framework 1, il parle beaucoup de la mentalité du développement en tant que tel sur qu'est-ce que c'est que de bâtir une application. Autre que ça, ce que je recommande, c'est venez nous voir à Mobile Connections en novembre. C'est ça, hein, parce que là, il y a une nouvelle... maintenant, le mobile, ça s'en vient c'est hot. gros. Parce que là, maintenant, Dev Connection, qui avait des conférences plus pour tout ce qui touchait, par exemple, développement classique, là, il va avoir une branche spécifique pour le mobile. Ben, c'est toi qui vas s'occuper de... Dev Connections, ça a toujours été plusieurs shows en parallèle, donc ASP.NET Connections, Visual Studio Connections et SQL Server Magazine Connections. C'est 2 fois par année. Au printemps, c'est à Orlando. À l'automne, souvent en octobre, novembre, c'est à Vegas. Donc, vous voyez que j'ai une vie très difficile. Mais tu nous as dit que tu partais jamais de Manhattan, que tu restais sauf si je prends un avion. C'est ça l'affaire. Dans le fond, c'est quand je sors de la ville, je m'en vais soit à LaGuardia, à Newark ou à JFK. Donc, qui est les 3 aéroports, si vous connaissez pas New York, là. Et, donc, Mobile Connections, c'est du 6 au 10 novembre. À Las Vegas, fait que si vous êtes jamais allé à Vegas, ça va être pas mal le fun. Ça va être un très gros événement parce que Mobile Connections va rouler en parallèle avec les autres, avec Visual Studio et WinFX. ASP.NET, SQL Server, Office Connections revient parce qu'Office c'est gros. Ouais, Office 2007 avec là. Office 2007, SharePoint, tout ça. Il y a SharePoint Connections qui est son propre show aussi. Et Mobile Connections, c'est tout nouveau. On va avoir 2 tracks. Une track pour le mobile devices avec Compact Framework et Windows Mobile. Une autre track sur Mobile PC, Tablet PC, Origami Development. Ça va tout être là-dedans. On va avoir un pre-conference. Donc, si vous avez du monde qui ne connaissent rien du tout en mobilité puis qui veulent aller au show mais qui se disent « vont être perdus », je vais d'ailleurs donner tout un pre-conference de 1 journée pour faire le ramp-up en tant que tel, la mise à jour du développeur .NET qui veut se préparer pour la mobilité. Puis après ça, on va avoir dans le fond 28 sessions sur la mobilité, plus un post-conference sur le développement pour entreprise. Puis, tant qu'à aller à Las Vegas, tu restes quelques jours de plus, puis t'en profites pour aller voir tous les spectacles, parce que les Québécois ont veillé à Las Vegas. Ben oui, c'est ça. Il y a Céline Dion, naturellement, puis tout ça. Donc, ça va être au Mandalay Bay, qui est un superbe resort à Vegas. C'est très beau, c'est gros. On attend facilement 4 à 5 000 personnes à Dev Connections. Donc, devconnections.com. C'est là que vous allez trouver l'information pour toutes les shows. Puis si vous vous enregistrez pour un des shows, vous avez accès à tous les autres. Donc, vous n'avez pas besoin d'y aller juste pour la mobilité. Vous pouvez vous inscrire pour la mobilité. Puis s'il y a une session sur Visual Studio ou ASP.NET qui vous intéresse, allez-y. Je pense que c'est probablement le meilleur point de départ que vous pouvez pas imaginer pour pouvoir commencer en mobilité. Nicolas, on te remercie encore. On te souhaite une bonne semaine ici à TechEd, à Boston. On sait que c'est des semaines occupées, mais absolument 2 semaines plaisantes quand même. Ben, merci de m'avoir dans le show aussi, parce que je suis peut-être rendu à New York, mais je pense que j'ai pas encore trop perdu mon accent québécois, là. Je me débrouille pas mal. On va s'assurer de te réinviter, comme ça on va te faire pratiquer ton exactement. Puis c'est sûr, je suis peut-être loin de Montréal maintenant, mais j'oublie pas Montréal. Je suis un French Canadian New Yorker. C'est ça que je dis dans le fond à tout le monde là-bas. Donc ça me fait très plaisir de pouvoir me joindre à vous pour pouvoir amener un peu plus d'informations aux Montréalais et aux Québécois. On sait que quand t'as la chance, en tout cas, d'être à DevTeach, t'es là à tous les ans. Donc ça permet aussi justement aux gens de Montréal qui pourraient pas se déplacer à Las Vegas, mais de pouvoir quand même venir te voir parler de mobilité. Dans la mesure où DevTeach est naturellement pas encore en conflit avec un gros événement, je vais être très fièrement de retour à Montréal l'année prochaine pour parler de mobilité à DevTeach aussi. Ben, bonne semaine, mon Nicolas. Bonne semaine. À bientôt. Merci. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. La chronique Tout le monde en blog avec Éric Côté. Éric, c'est un peu spécial aujourd'hui parce que c'est ta dernière chronique que tu vas faire avec nous pour un bon bout de temps.
Ben oui, ça c'est la plus grosse nouvelle aujourd'hui. Vous savez, comme dans n'importe quoi, il faut apprendre à se renouveler. Et puis l'émission Visual Studio Talk Show doit apprendre à se renouveler aussi. Et donc il va y avoir probablement une autre formule un peu améliorée pour l'année prochaine. Et naturellement, le seul moyen de vraiment pouvoir faire évoluer les choses, c'est de faire des changements. Alors là, maintenant, le changement, présentement, c'est moi. Je vais en profiter. Je vais prendre au moins une année sabbatique de l'émission Visual Studio Talk Show. Je vais pouvoir essayer de poursuivre d'autres projets. Ça veut pas dire qu'on t'invitera pas de temps en temps, là. Je vais revenir, mais voilà. Puis en même temps, ça va vous permettre à vous de pouvoir peut-être trouver d'autres formules. Puis la formule, parce qu'on va annoncer ça à nos auditeurs que nous, on va prendre la période d'été. On a toujours une pause pendant la période d'été. Puis c'est souvent la période où est-ce qu'on décide comment on va aligner la prochaine année. Donc, ça va nous permettre, nous autres aussi, de se poser la question comment on revitalise l'émission, en tout cas, comment on la fait évoluer. On pourra discuter de tout ça en sirotant un bon pina colada ou quelque chose du genre là sur une terrasse. Et si nos auditeurs ont des idées, ayez pas peur, hein, vous pouvez toujours envoyer des courriels à l'adresse de Visual Studio Talk Show pour justement laisser vos commentaires. Exact. Donc, revenons, Eric, à ta chronique. C'est quoi la nouvelle des derniers jours qui a attiré ton attention? Ben, la grosse nouvelle, naturellement, c'était toute une plateforme technologique que Microsoft avait annoncée il y a quelques années, qu'ils a appelée WinFS, pour Windows Future Storage, qui était finalement toute une plateforme où est-ce qu'on allait réinventer la façon qu'on allait stocker les informations. Hein, ce que Microsoft avait annoncé originalement, c'est que on allait plus seulement enregistrer dans des fichiers, dans un système de fichiers traditionnel, mais en fait, ça allait être une sorte de système de fichiers basé sur des données relationnelles, qui allait être drivé par des bases de données, des métadonnées, des tags, des relations, ainsi de suite. Gros objectif. Hein. Ouais. Ben, en fait, quand on regarde ça, c'était vraiment le fun dans les démonstrations, parce que Microsoft avait déjà fait des démonstrations de WinFS, et ça semblait très prometteur. Mais voilà. Comme on dit, les objectifs étaient probablement beaucoup plus ambitieux que les moyens qu'on s'est donnés pour essayer de les atteindre, ces objectifs-là. Donc, la conclusion, c'est que WinFS, le projet par lui-même est mort de sa belle mort. Et il y a quand même des choses de WinFS qui se retrouvent dans d'autres projets, comme par exemple la prochaine version de SQL Server. Si Exactement. Alors, il y a certaines technologies de WinFS qui vont pouvoir être recyclées. Par exemple, beaucoup d'améliorations au niveau du stockage des informations dans les bases de données qu'on va pouvoir recycler dans SQL. Il faut dire aussi qu'il y a déjà des choses qui venaient de WinFS qui ont été intégrées dans Vista. Par exemple, la capacité de pouvoir catégoriser les fichiers, ces choses-là. Donc, de pouvoir mettre du metadata associé aux fichiers. Donc, avoir un système de gestion de fichiers un peu plus sophistiqué que ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est déjà des plus là, qui ont été intégrés dans Vista. Exactement. Donc, mais le gros problème, c'est que le noyau, c'est-à-dire ce que tout le monde espérait de WinFS, c'est-à-dire offrir un vrai système relationnel, comme on dit, faire sortir de notre vieux système de fichiers, ça viendra pas. En tout cas, pas encore aujourd'hui. C'est mort. Peut-être dans le futur, ça va revenir sous une autre forme, mais pour l'instant, c'est vraiment mort. Beaucoup de gens ont invoqué le fait que Microsoft n'a jamais réussi à obtenir la performance qu'ils désiraient. Tu sais, après tout ce temps-là, c'était pas très très rapide encore WinFS. Puis beaucoup d'autres personnes ont aussi ciblé le fait que Microsoft avait beaucoup de difficultés à essayer d'intégrer une interface usagée friendly face à ça. Parce que c'est facile de créer un système de fichiers. Ce qui est pas facile, c'est d'exposer quelque chose d'assez simple pour que les usagers puissent l'utiliser de façon conviviale. Moi, ma définition pour expliquer pourquoi ça a pas donné quelque chose de concret, ça viendrait, puis j'ai dans mon blog, je parlais même aussi de Paul Vix, qui est le programme manager de VB, qui décrivait les attributs des projets qui sont des trous noirs. Puis deux des attributs les plus éloquents, c'est un projet qui veut réinventer le monde, puis le focus est pas clair. Donc c'est trop global. À ce moment-là, t'es pas capable de focusser l'équipe sur des livraisons concrètes. Puis à ce moment-là, le deuxième attribut, c'est t'as toujours des démos, mais il y a jamais rien de concret qui sort. Puis c'est deux des attributs des projets qui voient jamais le jour. Puis on est nous autres Guy beaucoup impliqués dans tout ce qui serait des approches agiles. Puis ce que c'est l'approche agile, c'est keep it simple, assure-toi de sortir, de livrer à tous les 30 jours, ou en tout cas toutes les 2-3 semaines, de quoi de concret pour tes clients. Puis ce genre de projet-là, ben c'est pas le focus, là, c'est comme... On réinvente. Là. Il y a un projet, d'ailleurs, qui m'avait attiré l'attention l'hiver passé. C'est une version live, donc une version web de Visual Studio. Il y a un projet comme ça qui est chez Microsoft présentement. Puis
j'ai regardé un peu quels sont les objectifs. Encore là, c'est très gigantesque, volumineux. Puis là, je me suis dit, voici un autre bel exemple de projet qui va peut-être va aboutir à quelque chose de concret, mais à court terme, là, moi, ça sent le projet qui va finir en queue de poisson. Mais des fois, ça en prend une coupe comme ça pour en faire qu'un projet fantastique là va ressortir. Là. Ouais, faut pas oublier qu'à l'origine, le .NET Framework avait aussi toutes les caractéristiques d'un Black Hole Project, si vous y pensez. C'était gros, c'était pas clair, ça faisait tout, ça révolutionnait le monde. Et finalement, ça a sorti et ça a révolutionné. Je veux dire, la grosse différence dans ce cas-là, c'est que Microsoft avait une cible très concrète de ce que ça devait faire. Il fallait juste copier ce que faisait Java. Donc, les fonctionnalités étaient très bien définies. Tu sais, le focus était clair, mais quand tu exprimes quelque chose qui est où t'as pas un compétiteur pour Microsoft, c'est souvent difficile. Autre nouvelle. Comme vous savez, ils ont annoncé, il y a à peine quelques jours de ça, que Office 2007 prendrait peut-être un peu de retard. Peut-être qu'il sortirait, non pas à la fin 2006 comme prévu, mais peut-être juste au tout début 2007. Moi, j'ai applaudi à ça. Prenez le temps qu'il faut, sortez-nous une version de produit stable, solide, poussez pas pour, tu sais, 2 mois, 3 mois, 6 mois plus tard, mais quelque chose qui marche bien. D'ailleurs, j'espère que ça va avoir le même effet sur le projet Vista, parce que les deux sont très très associés, donc ça veut peut-être laisser en sous-entendre Vista va être aussi retardé. Sauf que quand t'as une compagnie puis que t'as signé un contrat là de software assurance là, puis l'année finie puis que t'as pas eu de nouvelle version puis que t'as payé pour rien, ça fait mal. Ouais, donc il y a peut-être d'autres, mais à quelque part comme Microsoft comme organisation, c'est eux autres à gérer ça. C'est qu'est-ce qui fait plus mal, respecter ce contrat-là, puis mettre en danger toute la perception, puis plus que la perception, c'est que si le produit Vista sort qui est moindrement un peu instable, ben tu peux laisser le monde. Là. Ouais, mais Vista, autant qu'Office, les deux sont assez intimement liés. Donc moi j'espère que l'autre effet que ça va avoir qui retarde Office, c'est que Vista va être retardé aussi. On verra. Probablement. Moi je pense que ton pari il serait pas mauvais. T'as toujours une bonne boule de cristal, je vous avoue, Mario, jusqu'à maintenant. Guy, au taquet de Manon, on parlait de WinFS, puis Guy me disait WinFS parce qu'on avait une discussion entre autres sur tout ce qui est le tagging, puis donc puis Guy il me disait WinFS va nous permettre de faire ça. Je dis Guy, WinFS là, je vois pas beaucoup un brillant futur à ça. Puis il dit il en parle encore au taquet, tout ça, puis vois-tu 2 semaines plus tard, on voit que donc, on verra ce que va nous amener le futur de ce côté-là. Ils ont sorti une nouvelle version pour les testeurs pour Windows Vista, une version de juin. Et en même temps qu'ils ont sorti cette version-là, ils ont sorti aussi un CTP pour Windows FX qui a été renommé tout récemment pour le .NET Framework 3. Donc, un CTP de juin pour .NET Framework 3. Et aussi un Internet Explorer 7 en bêta 3. Puis, d'ailleurs, profitons-en, parce que .NET version 3 ou .NET Framework version 3, on serait porté à penser que le Common Language Runtime, le CLR, change aussi. Puis ce qui est assez bizarre, c'est que non, finalement, tu peux dire que .NET version 3, le .NET Framework, c'est tout ce qui était WinFX plus le CLR 2.0. C'est ça, le Framework 2.0 plus WinFX, ça donne puis d'après ce que j'ai entendu dire, malgré que ça pourrait changer d'ici la distribution finale, moi ce que j'ai entendu dire, c'est que la distribution du .NET Framework 3 se ferait par-dessus le .NET Framework 2. C'est-à-dire qu'il faudrait installer d'abord le .NET Framework 2 qui installe la base, puis ensuite on ajoute les librairies du .NET Framework 3. En tout cas, ça va prêter à confusion parce que le jour où ils vont décider de faire évoluer le CLR, ça veut dire est-ce qu'il va passer de la version 2 à 4 ou on va voir le CLR version 3 avec le .NET version 4? J'ai l'impression qu'à ce moment-là, ils vont merger les deux ensemble. En tout cas, j'espère qu'ils vont ramener ils vont uniformiser les numéros de version. On va se perdre là, comment courir après le trouble. Ouais, et je pense qu'ils vont sauter donc après le CLR va passer du 2 au 3, je suis presque sûr. Donc Eric, autre nouvelle? Là naturellement, on doit un petit peu comme gratter les fonds de tiroir et puis là je me suis aperçu qu'une nouvelle que j'ai pas justement parlé il y a quelques mois. Vous savez, on avait reçu il y a quelques mois deux personnes de Microsoft qui sont venues parler de la plateforme Visual Studio Xena. Oui, une émission qu'on a faite en janvier. Exactement, et on a parlé de développement de jeux vidéo avec la plateforme Visual Studio Xena. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont sorti un bêta de la plateforme Visual Studio Xena il y a quelques mois, au mois d'avril ou mai, et ils ont sorti à l'intérieur un sample assez intéressant qui s'appelle un jeu de Mahjong. Et le jeu de Mahjong est programmé dans tout ce qui est de plus normal, le .NET Framework. OK.
Ils ont fait une version de Mahjong pour le Compact Framework. Qui est en ligne avec l'émission qu'on vient de faire. Exactement. Donc une version qui roulerait sur Pocket PC. Exactement. Et en plus, en utilisant le même Core Engine, en utilisant le même noyau, Le code, on a décidé de porter le tout sur le Xbox. Et donc, on a créé un CLR pour le Xbox qui allait rouler le programme et l'engin de base du Mahjong CLR. Donc, si je te comprends bien, ça veut dire que avec cette version bêta-là, il y a un Command Language Runtime pour le Xbox. Donc, on peut Exactement. programmer en C# ou en VB? Ben, je sais pas pour en VB, mais je sais qu'on peut au moins programmer en C#. Et viser la plateforme Xbox. Et là, voilà, j'ai pas eu encore la chance de lire tous les détails parce que je suis pas un assez bon programmeur de jeux vidéo pour programmer Mahjong. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont updaté aussi tout l'engin graphique pour le Xbox. Et là, plutôt d'avoir les petits graphiques simplifiés de la plateforme du Compact Framework, on a maintenant des graphiques 3D et donc ça peut ouvrir la porte pour tous les gens qui voudraient faire des jeux qui sont peut-être pas haut de gamme, mais qui coûtent beaucoup moins cher, mais qui a quand même beaucoup de gens qui aiment jouer, par exemple, les Reversi de ce monde ou les jeux de cartes, ces choses-là. Donc, il pourrait y avoir des versions qui vont apparaître pour le Xbox. Mais Xena, c'est destiné aux fabricants de jeux vidéo, là, comme Ubisoft, ces grandes compagnies-là. Je sais pas au niveau du pricing, qu'est-ce que ça va de l'air. Non, et je sais pas du tout si aussi ce CLR-là pour le Xbox va être disponible à l'extérieur de Visual Studio Xena. C'est encore des questions. Il est encore en bêta Xena. Je me souviens, quand on a fait l'émission, on avait parlé que les jeunes qui sont à l'université, qui veulent apprendre, qui s'intéressent au domaine des jeux, c'était de prendre, entre autres, la version Express, puis il y avait tout, mais ça pourrait aussi d'aller downloader cette version bêta-là, puis de regarder qu'est-ce qu'on peut faire là pour se faire la main, puis démontrer à un futur employeur qu'on maîtrise ce type de technologie-là. Ouais, ce qu'on avait dit à l'époque, c'est, il y a des jeux comme Half-Life ou quoi que ce soit, là, qui ont des mod kits, là, qui permettent de finalement de modifier puis de créer des ajouts au jeu, là. Puis avec Visual Studio Express, soit en C# ou en VB, là, on pouvait développer là, des mods sur les jeux. Éric, ça fait le tour des nouvelles. Oui, et je dois vous annoncer que ça a été pour moi un plaisir et un grand honneur que de voir faire justement la chronique Tout le monde en blog. Écoute, durant les 2 dernières années. Ça fait 2 ans, tu as participé vraiment à la naissance du Visual Studio Talk Show. On va te revoir comme invité, ça c'est certain. Puis qui sait, en tout cas, lorsque ta période de sabbatique sera finie, on trouvera une formule pour te réintégrer. Nous, pour nos auditeurs, là, on va prendre une pause. En tout cas, on va faire ça tous les ans. On a une pause d'été parce qu'il faut prendre aussi un break, nous autres aussi. On va se prélasser sur une terrasse en buvant un bon pina colada. On va revoir nos auditeurs en août. Autour du 20-21 août, on va avoir une émission où on va parler justement de comment déployer Team System. Puis on revient après ça en septembre, octobre avec d'autres émissions tout aussi passionnantes. Sur ce, on vous souhaite une bonne été et on se revoit en fin août. Au revoir. À bientôt. Visual Studio Talk Show.